comme une moule à son rocher. Ah oui, carrément. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mathieu Hoc? Parce que le point que soulève Guy est très intéressant et ça a déjà existé dans l'histoire française. Ça s'appelle l'Union sacrée. Les Français l'ont fait en 1914, avant la Première Guerre mondiale, justement, où face à un danger qui était dans le péril de l'armée allemande, du coup, et de la Première Guerre mondiale, l'ensemble des partis politiques, allant de la droite, même royaliste, jusqu'aux socialistes après le décès de Jean Jaurès, enfin l'assassinat de Jean Jaurès, se sont alliés sur un programme commun, du coup, qui était un programme de guerre pour le coup. La difficulté qu'on a là actuellement, c'est comme l'a dit, comme vous l'avez rappelé juste avant, c'est qu'en fait, la polarisation aujourd'hui de la vie politique, avec ces trois pôles qui ne s'entendent sur rien en termes de propositions, c'est-à-dire un bloc central, un bloc de gauche et un bloc de droite nationale, font qu'aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir mettre en œuvre ce type de projet, l'Union sacrée, et avec la difficulté quand même qui est la suivante, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comme vous l'avez dit, qui ne veulent pas gouverner, qui ne veulent pas justement même du Rassemblement national dans certaines instances de l'Assemblée nationale. Donc on peut pas aujourd'hui demander l'union sacrée avec des gens qui ne veulent pas aujourd'hui travailler, même si il y a un péril, on peut dire un péril financier, un péril avec des nouvelles mutations mondiales, il y a la guerre en Ukraine, etc. Malgré tout, la menace n'est pas suffisamment grave pour que les forces politiques puissent s'entendre sur un programme d'union sacrée. C'est pour cela que ça ne fonctionnera pas. Sébastien Ménard, lui, il œuvre pour ça en général. Pour l'union sacrée. Enfin, l'union sacrée, il n'y a pas d'union sacrée dans la mesure où on est dans l'ère du marketing politico-médiatique. On est clairement là-dedans. Donc il y a, comme le disait le président de Rugy, on a à la fois évidemment des règles du jeu qui sont pourtant bien installées. Abuser de son pouvoir, de sa posture et de sa position, absolument. Ouais. Mathieu Hoc, cette relation entre le pouvoir et la séduction, elle est tellement infime à certains moments que les dérives sont souvent possibles et arrivent malheureusement. Ouais. Tout à fait, c'est exactement le propre justement de la question endémique des violences sexuelles, notamment à l'encontre des femmes. C'est-à-dire que justement, dès lors qu'il y a une figure d'autorité, mais qui peut être effectivement un lien hiérarchique ou un lien qui n'est pas hiérarchique, ça peut être effectivement une différence d'âge très prononcée, ça peut être effectivement un rayonnement intellectuel, un charisme de la personne qui exerce justement une emprise, comme vous venez de le dire, fait que justement, il y a cette possibilité de passer très vite dans une forme de violence à l'encontre des femmes. La question qui est quand même posée par rapport à ce que vous disiez, c'est est-ce que cela nous surprend ? En réalité, pas tant que ça, parce qu'en fait, ce n'est pas sur la personne en tant que telle, c'est la question endémique. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que les violences sexuelles à l'encontre des femmes sont présentes partout dans la société, y compris dans les lieux de pouvoir, c'est plus étonnant aujourd'hui qu'il y ait certaines personnes qui tombent justement après, même des années après. La question quand même qui est posée ensuite après, c'est la réponse des pouvoirs publics pour pouvoir justement réguler ce phénomène, voire l'abolir dans le meilleur des possibles. La problématique, elle est double. Elle est à la fois d'un point de vue judiciaire, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement la personne puisse là se défendre. En l'occurrence, la Pépère peut plus se défendre. Ça ne sera pas le cas. Ça sera pas le cas. Mais c'est pour ça qu'il y a un sentiment étrange. Et c'est pour ça que je comprends la réaction de vos auditeurs justement qui disent justement être surpris. C'est-à-dire que la figure est une figure tutélaire. Ça arrive des années après, 17 ans, ça a été rappelé. Donc effectivement, on comprend la difficulté. Le deuxième levier, ensuite, c'est la réponse justement policière, la répression. Et donc pour ça, il faut d'abord, un premier élément, recueillir la plainte justement. Et là-dessus, on sait que depuis 2017, si le bilan du ministère de l'Intérieur n'est pas exceptionnel sur un certain nombre de sujets, il y a eu des progrès. Sur ce sujet-là, effectivement, de la formation des policiers, il y a eu des progrès puisqu'une enquête justement du collectif Nous Toutes montrait que 35% des femmes en 2017 étaient insatisfaites de l'acception de la plainte au commissariat, lorsque aujourd'hui on est plutôt à 65%. Alors, Priscilla Ludowski, pour en revenir justement à ces mécanismes d'emprise, il y a aussi ce silence sur les avertissements en interne, en fait, dans Emmaüs. Nous le gagnons pour nous-mêmes. Donc tout ce que vous venez de travailler jusqu'à présent. C'était ça, la Saint-Frédéric. Alors. Exactement, a été donné à l'État. Donc effectivement, cette question-là, quand même, nous interroge parce que travailler 6 mois pour l'administration, ça pose la question suivante ensuite, c'est qu'est-ce que l'État fait de notre argent, évidemment, et surtout quelle est la trajectoire des finances publiques. C'est quand même le grand oublié aujourd'hui de la séquence
conséquences parlementaires qui s'acheminent, c'est-à-dire que la dissolution avait été faite justement pour éviter une difficulté sur le vote du budget. Il semblerait que la situation à l'Assemblée nationale, qui est complètement ingouvernable actuellement, renforce cet état de fait. L'Union européenne veille quand même au grain sur justement les finances publiques françaises. On est rentré dans une procédure de déficit excessive. C'est à mon sens, le grand absent de la période, et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant aujourd'hui. Oui, mais ça va parce qu'on a des super services de l'État. Et effectivement, tout en sachant qu'effectivement, on paye tout ce qui est santé, ça suit bien, l'éducation, de la c'est richesse génial, nationale. Exactement, 46% de la richesse nationale est prélevée, et pour autant, on a des services publics qui sont toujours aussi défaillants en termes de qualité, de quantité. L'exemple tout à l'heure qu'on a eu sur les urgences. Les urgences à Béziers, retard, etc. Donc c'est un vrai problème. Alors je rebondis là-dessus. Tiens, Sébastien Ménard, justement, comment ça se fait qu'on paye autant d'impôts et que nos services publics fonctionnent si mal, à votre avis ? Qui fonctionnent si mal, je suis pas d'accord. Ok. Je suis pas d'accord parce que vous avez en face de vous un grand voyageur, quelqu'un qui, depuis qu'il a quitté la haute fonction publique et qu'il est entrepreneur et qui voyage. Un constat qui est assez clair. Donc effectivement, les problèmes de racisme sont très importants dans le foot. Mais ce que démontre, on va dire, l'exemple aussi de Enzo Fernandez, le joueur de Chelsea, c'est aussi la question des cultures aussi d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'ils mettent en avant en disant en Argentine on fait ça. Mais voilà, justement, le problème en fait, le problème, c'est surtout qu'en fait, il y a dans un certain nombre de pays, en Argentine, en Uruguay, en Italie pour ce qui est en Europe, ou même dans les pays d'Europe de l'Est, ou dans les pays arabo-musulmans, un racisme hystérique à l'encontre des personnes noires, et notamment à l'encontre des joueurs de foot de l'équipe de France, parce qu'ils considèrent aujourd'hui que l'équipe de France, telle qu'elle est constituée actuellement, ne représenterait pas la population française. Et on retrouve surtout cela dans ces pays-là, les pays donc Italie, les pays d'Amérique latine et les pays d'Europe de l'Est, et surtout les pays aussi arabo-musulmans. Et ça, c'est un vrai problème. Tant que la FIFA ne règle pas ces sujets-là, il ne pourra rien se passer. Allez, on va passer au tour de table de Sébastien Ménard. Alors Sébastien, vous voulez nous parler du match, en fait, en quelque sorte. Peut-être de natation, d'ailleurs. Oudéa Castéra et puis Anne Hidalgo. Surtout, en fait, ça m'a rappelé une fable de Jean de La Fontaine qui est Le lièvre et la tortue. Si vous... Allez-y, c'est magnifique. Vous allez comprendre là où je vous emmenez. Que dit cette fable? La morale, c'est rien ne sert de courir. Ma chère Judith, faut partir à point. Il faut partir à point. L'importance aussi de ce rôle du président de l'Assemblée nationale sur les futures décisions législatives, en fait, tout bêtement, du pays, quoi. Tout à fait. La présidence de l'Assemblée nationale est très stratégique. Enfin, aussi, pour répondre à votre question, elle est véritablement stratégique, notamment dans la période actuelle, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de la Ve République, le président de l'Assemblée nationale est issu donc du groupe qui arrive à la majorité du coup à l'Assemblée nationale, et qui est donc de la même couleur politique, soit du président de la République, ça c'est le cas du fait majoritaire, soit du Premier ministre en cas de cohabitation. Donc, pour tous les acteurs, la présidence de l'Assemblée nationale est ultra stratégique. Pour Emmanuel Macron, c'est de savoir en fait quel va être le barycentre de cette Assemblée nationale. Est-ce qu'elle penche plutôt vers le nouveau Front populaire, si par cas le nouveau Front populaire arrive à avoir la présidence de l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'elle penche plutôt vers une coalition de droite, centre-droit, voire un peu plus à droite, en fonction des résultats de la présidence de l'Assemblée nationale, puisque le président de l'Assemblée nationale ou la présidente va pouvoir donner le barycentre politique de l'Assemblée nationale. Le deuxième élément, c'est qu'il est hyper important et hyper stratégique pour les blocs, les différents blocs. Il y a une lutte aujourd'hui acharnée entre le bloc du Rassemblement national, on a bien compris qu'il ne pouvait pas avoir la présidence de l'Assemblée nationale, mais entre le bloc dit du centre, on va dire le bloc central, et le bloc de gauche, pour pouvoir justement être en capacité de proposer un Premier ministre, Emmanuel Macron. Donc oui, la présidence de l'Assemblée nationale est très stratégique pour le président de la République et pour les différents partis. Bon, alors les vraies voix, les auditeurs de Sud Radio sont très en attente du résultat, et jamais peut-être une élection